les propos et les actes. Et les actes, oui. Parce que parmi les actes, nous commencions à en parler avec le colonel Goya, il y a l'arrêt du renseignement. Parce que c'est vrai que la mise en pause de l'aide militaire n'a pas d'effet immédiat. Les Ukrainiens peuvent encore tenir quelques temps. Mais l'arrêt du renseignement, ça a eu des conséquences d'une minute à l'autre. Vous commenciez un petit peu à nous expliquer à l'instant, colonel, mais j'aimerais que nous nous arrêtions à nouveau sur ce sujet, puisque nous sommes en direct avec Charline Hurel. Charline, vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine, vous êtes en ce moment dans la région de Dnipro, vous êtes en route pour le front. Je le précise pour nos téléspectateurs, vous êtes en route pour le front, vous êtes en route pour le Donbass. Charline, quelle a été la réaction d'une part, mais la conséquence immédiate de l'arrêt du partage de renseignements américains? Ça a plongé les unités sur le front dans un certain brouillard parce que déjà il fallait évaluer ce qui allait concrètement se passer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt de cette suspension du renseignement a empêché certaines unités, on va dire, d'aller attaquer sur le territoire russe. Donc, c'est-à-dire avec des missiles longue portée. Et donc, c'était beaucoup plus compliqué pour les unités qui ne sont pas immédiatement sur le front, si vous comprenez bien, mais un peu en arrière pour tenter d'aller avoir des informations sur les centres logistiques, les stocks d'armement, et puis voir aussi les mouvements russes arriver sur le front. Donc ce que nous disent les soldats, c'est qu'immédiatement sur le front, en réalité, ça n'a pas eu énormément de conséquences, mais c'est assez indirect parce que ce qu'ils ressentent, c'est qu'il y a beaucoup moins de prévention contre les assauts russes. Par exemple, ils n'ont beaucoup moins d'informations, et surtout un élément important, c'est que les Américains ont coupé, selon les Ukrainiens, l'accès à l'imagerie satellite, si on peut dire. Donc tout cela, en fait, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui regardait d'en haut et qui d'un coup ne donnait plus les informations en bas. Donc vous comprenez bien, sur la première ligne, ça ne change absolument rien. En revanche, dans les ordres qu'ils reçoivent, eh bien là, ça change tout. Merci beaucoup, Charline Hurel, envoyée spéciale d'LCI en Ukraine. Merci, Charline. Colonel, juste une précision. Charline vient d'attirer notre attention sur les armes à longue portée. Oui. Eh oui, ukrainiennes. Oui. Dont, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky avait dû batailler pour obtenir le droit d'en faire l'usage. Oui. Bon. Et elle nous dit, avec l'arrêt du renseignement, il est beaucoup plus difficile d'utiliser ces armes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce qu'il faut trouver des cibles, tout simplement. Il faut trouver des. Alors, s'il s'agit de taper, par exemple, vraiment dans la grande profondeur, des raffineries, des choses comme ça, bon, on sait où elles sont. Ça pose pas de problème. En revanche, des cibles militaires qui sont mobiles, qui sont camouflées, qui sont dans la zone jusqu'à 300 km, du front. Bah ça, si vous n'avez pas des yeux dans le ciel, ou si vous n'avez pas des grandes oreilles qui écoutent les émissions, vous pouvez pas les déceler. Donc si vous pouvez pas les déceler, si vous pouvez pas faire des plans de ciblage, vous pouvez pas les frapper. Et ça, d'un seul coup, c'est un atout, en réalité très important pour les Ukrainiens, qui a ralenti énormément les opérations en première ligne, les opérations russes en première ligne, parce que en tapant sur cette bande, deuxième échelon, vous tapez sur la logistique. Les Ukrainiens ont pu détruire des dépôts d'obus considérables. Vous pouvez taper sur les postes de commandement, etc. Bon, bref, vous faites beaucoup de mal aux Russes et vous entravez, en tout cas, vous ralentissez considérablement les opérations. Vous faites plus ça, vous obtenez quelque chose comme ce qui se passe à Koursk, où les gens en première ligne, ils peuvent, les troupes russes en première ligne peuvent se ravitailler. Elles bénéficient également pour le coup de renseignements supérieurs. Ils ont les satellites. Oui, ils ont aussi de quoi faire, même si c'est d'un niveau inférieur à ce qu'ont les Américains. Et donc, d'un seul coup, vous rendez les Ukrainiens aveugles sur tout ce qui se passe à l'arrière immédiat du front. Gallagher. Deux choses. N'oubliez jamais qui, début 2022, dit au monde entier « la Russie va envahir l'Ukraine ». Que certains Ukrainiens, y compris le président, sont plutôt sceptiques. C'est dire la qualité du renseignement américain. C'est pas que de l'imagerie. La grande qualité, c'est aussi l'interprétation qui est faite de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, vous avez ouvert l'émission en parlant de 15 victimes civiles. Les Ukrainiens, les Ukrainiennes le disent aujourd'hui. L'absence de renseignement, c'est pas que le fait de rendre plus compliqué, le fait d'aller frapper dans un profil. Non. C'est l'impossibilité d'anticiper l'arrivée de ces missiles qui tuent des civils, parce que le renseignement voit les départs, voit les avions qui décollent, prévient la défense antiaérienne, prévient les systèmes d'interception, prévient la population, fait retentir les alarmes, permet aux civils d'aller dans les abris. Là, il n'y a plus ça. Donc c'est pour ça que Michel, tout à l'heure, à juste titre, a dit « cette suspension, elle tue
des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Et ça fait vraiment remonter le stress, parce que moi je suis allé en Ukraine plusieurs fois depuis le début de la guerre. Tout le monde a une application, même 2 ou 3 sur son téléphone, qui retentit, qui dit voilà, il y a un missile de croisière qui se dirige de tel endroit à tel endroit. La plupart des gens n'y font plus du tout attention, parce qu'ils ont notamment l'habitude, et ils savent que la défense aérienne descend tout, pratiquement tout. Aujourd'hui, descendait. Et aujourd'hui, tout a changé. Parce que comme ils ne voient pas les avions décoller, ils n'ont pas les renseignements, eh bien, le temps d'alerte entre l'arrivée d'un missile ou d'un drone est beaucoup plus court. Donc ça rend tout beaucoup plus tendu, beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'est un pays qui, depuis 3 ans, vit sous les bombardements russes, qui a commencé plus ou moins à s'y habituer. Et là, c'est une nouvelle phase de la guerre qui commence, où les civils recommencent à vraiment avoir peur. Et au bout de 3 ans, les nerfs commencent vraiment à lâcher. Les nerfs commencent à lâcher. Sylvie. Oui, tout à fait. En réalité, c'est le renseignement américain qui a sauvé l'Ukraine, parce que les Russes envoyaient leurs forces spéciales à l'aéroport de Gostomel. S'il n'y avait pas eu le renseignement américain, ils n'auraient pas pu réagir, et peut-être que effectivement, ils auraient pris Zelensky, et que le pays aurait plus de mal à se défendre. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que pour les Ukrainiens, c'est la pire des trahisons. De les rendre aveugles, même s'il y a une réflexion sur la possibilité pour les Européens de le remplacer avec des systèmes. Alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser à tous les 4. Nous, Européens, on n'est pas capable de remplacer le renseignement américain du jour au lendemain, première question, et est-ce qu'on n'est pas capable de le remplacer tout court ? C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. On vient de lancer, par exemple, le 3e satellite CSO. C'est 3 satellites français d'observation, d'imagerie infrarouge, qui sont très performants. Ils sont très bons. Mais il y en a que 3 et ils peuvent pas tout couvrir, quoi. Donc, on fournit déjà en réalité du renseignement aux Ukrainiens. Mais même en réunissant tous les moyens des pays européens, on n'a pas la quantité et on n'a pas certains éléments, par exemple tout ce qui concerne l'interception, d'écoute, le renseignement électromagnétique, où on est moins bon que les Américains. Donc on peut faire, on peut aider. Est-ce qu'on peut le devenir aussi bon que les Américains ? Ça demande quand même des investissements assez lourds et longs, quoi. Alors, il n'y a pas demain. Malheureusement, voilà. Pour l'Ukraine, ça va être beaucoup plus difficile, même si on trouve une solution, parce qu'il va falloir le payer. Ça coûte beaucoup plus cher que Starlink. Et puis, le débit n'est pas exactement le même. Enfin, alors demain, j'espère, oui, ça devrait nous encourager justement à acquérir cette autonomie stratégique. Il y a autre chose qui est irremplaçable, c'est l'expérience américaine sur place. Les Américains, ils n'ont pas débarqué en Ukraine en février 2022. Ça fait un moment, notamment, que la CIA est sur place, qu'elle a des postes d'observation. Et moi, j'imagine, aujourd'hui, je pensais à ces types qui s'entendent très bien avec les Ukrainiens. Ils ont appris à se connaître, à travailler ensemble, à se faire confiance. La confiance, c'est l'élément le plus important dans l'univers du renseignement. Et aujourd'hui, ils sont pas en train de se tourner les pouces. Ils ont accès à cette imagerie, ils ont accès à ces informations. Et ils n'ont pas le droit. Le grand chef a dit « stop ». Ça doit être terriblement douloureux. Et vous savez de quoi certains Européens, je pensais notamment aux Norvégiens, ont peur ? C'est que l'étape suivante, c'est que ce renseignement, il aille vers les Russes. Et ça, ne sous-estimez pas le niveau de cynisme d'un Donald Trump. Il y a plusieurs étapes à venir. La privation des moyens de défense antiaérienne. Quand il va dire les Patriotes, c'est terminé. Les F-16 ne décollent plus. Ça, c'est les étapes à suivre, dont ont très peur les Ukrainiens. Les États-Unis donnent des renseignements militaires aux Russes. Alors, c'est ce que vous suggérez. C'est pas moi qui suggère, c'est la Norvège. Il y a une grande peur. Moi, je peux vous dire que, par exemple, au Royaume-Uni, il y a un sentiment de traumatisme et de panique qui s'empare de certains milieux, parce que le Royaume-Uni est très dépendant des Américains. Ils font partie des Five Eyes. Ils font partie des Five Eyes, donc c'est ce groupe de pays anglo-saxons qui donc le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni qui se partagent le renseignement. Et aujourd'hui, les Britanniques, par exemple, ont peur des renseignements qu'ils partagent avec les Américains, parce qu'ils n'ont plus tellement confiance, mais surtout ils se disent, mais si vraiment cette tendance continue outre-Atlantique, est-ce que nous, Britanniques, allons perdre notre accès à certains renseignements américains duquel les Britanniques dépendent vraiment énormément. Alors, il y a un grand centre de décryptage de renseignements électroniques dans l'Oxfordshire qui est vraiment totalement dépendant des Américains, et les discussions
commence pas de façon formelle, mais informelle, c'est mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se rapproche des Européens? Le problème, c'est que les Européens, on se sent un petit peu brûlés par le comportement des Britanniques par le passé. Je résume ce que vous venez de tous. Donc c'est dur, c'est très dur. Vous venez tous de nous dire le renseignement américain, en réalité, on ne sait pas le remplacer. Non seulement on ne sait pas le remplacer, mais en plus, pas complètement. Voilà. Mais en plus, il peut venir à nous manquer à nous également. Bon, est-ce que vous considérez tous qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus considérer les États-Unis comme un allié? Je pose la question parce que, oui, vous répondez oui, Gallagher, mais quand on écoute l'allocution du président de la République cette semaine, bien sûr. Le président se refuse à ce stade, se refuse encore à considérer que les États-Unis ne sont plus et ne seront plus un allié. A-t-il tort? Il ne peut pas complètement fermer la porte de toute façon, mais c'est le cas de tous les membres de l'Union européenne. Les Néerlandais, les Danois, tout le monde, même s'ils, encore une fois, ils se sentent trahis. Mais quelle est la réalité? La réalité, c'est quoi? Le réalisme, c'est de considérer que c'est fini. Les États-Unis ne sont plus notre allié. Je pense qu'ils considèrent qu'ils doivent acquérir aujourd'hui davantage d'autonomie, évidemment, pour se préparer à ça, mais ils n'admettent pas encore la possibilité d'une rupture réelle avec les États-Unis. Mais il faut vraiment regarder ce qui se passe. Les États-Unis, aujourd'hui, répètent verbatim ce que disent les Russes dans leur communiqué. Ensuite, regardez le comportement des États-Unis avec leurs voisins principal, le Canada. Oui. Que Donald Trump parle du gouverneur Trudeau, veut leur déclarer la guerre économique. Donc oui, il annonce des tarifs, ensuite il les enlève. C'est pas comme ça que ça marche. Quand l'incertitude commence à régner, et là une incertitude énorme règne au Canada, eh bien ça a des conséquences très très graves sur l'économie. Et quand aujourd'hui j'ai écouté un entretien avec la ministre des Affaires étrangères canadienne qui expliquait que le sentiment aujourd'hui au Canada, c'est que les États-Unis veulent mettre le Canada à genoux économiquement pour pouvoir l'annexer. Quand un ministre dit ça sur CNN, c'est très grave. Alors peut-être qu'elle exagère, mais le fait que cette pensée puisse être émise en public montre à quel point il y a une défiance aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis. Est-ce qu'ils sont toujours nos alliés? Eh bien, nous ne savons pas. Ah, vous dites nous ne savons pas. Alors, un allié, on le sait. On sait que c'est notre allié. On sait qu'il est là. Aujourd'hui, est-ce qu'il viendra à notre secours si on est attaqué? Peut-être que si on est attaqué par des terroristes. Peut-être que là, il décidera, ça, je veux bien les défendre contre des terroristes. Mais si un pays de l'OTAN est attaqué par la Russie aujourd'hui, est-ce que les États-Unis viendront à son secours ou pas? Et la question se pose. La question ne devrait pas se poser. On se souvient tous de l'intervention de Donald Trump la semaine dernière. Exactement. Disant est-ce que la France viendrait nous aider? Je ne suis pas certain. La question contestant notre loyauté, ne devrait pas être en train de parler de ça. Et le fait qu'on en parle, c'est qu'il y a déjà un énorme souci. Gallagher, vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Très rapidement, Donald Trump n'utilise jamais le terme allié. Il n'y a pas d'allié dans l'univers mental de Donald Trump. Il y a des gens qui payent ce qu'ils doivent aux États-Unis, il y a des gens qui arnaquent les États-Unis. En l'occurrence, vous savez dans quelle catégorie il classe l'Europe. Il a été très explicite à ce sujet. Maintenant, pour répondre à votre question, les États-Unis, en tant que pays, resteront un allié. Mais on ne peut plus, nous, Européens, entretenir une espèce de monodépendance à l'égard d'un pays dont le commander-in-chief peut, du jour à l'autre, devenir un type comme Donald Trump. Le commandant-en-chef, je fais la traduction, parce que, comme vous savez, je suis bilingue, mais tous nos téléspectateurs ne le sont pas. Juste parce que vous avez fait référence à ce qu'a dit Emmanuel Macron, il emploie, dans le verbatim, me semble-t-il, le verbe « espérer ». Nous espérons. Ça renvoie à ce que disait Samantha. Il y a un souhait, il y a des trésors de séduction qui vont être déployés par le président français et d'autres, le polonais notamment, pour essayer de fixer Donald Trump sur ce sujet. Mais bonne chance. Alors hier c'était très intéressant. J'aimerais vraiment vous entendre tous les quatre là-dessus, parce que en milieu d'après-midi, ou fin d'après-midi, heure française, Donald Trump intervient sur son réseau social Truth Social. Et il dit... compte tenu du fait que la Russie pilonne actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires et des tarifs douaniers. Bon, ça, je vous dis, il devait être 15h30 hier à peu près, heure de Paris. 2 heures plus tard, conférence de presse, au fond, dans le bureau ovale. Je vous propose que nous écoutions le président des États-Unis. Avec la Russie, ça se passe très bien.
Et je trouve qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine. Et les cartes ne sont pas entre leurs mains. Vous savez qu'il y a une réunion en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Ce sera peut-être plus facile de traiter avec la Russie pour obtenir enfin un accord. Mais je sais qu'ils sont en train de pilonner fortement l'Ukraine. Ils ne peuvent pas le faire. Bon, alors, menace molle, on va dire, de sanctions bancaires, et puis 2 heures plus tard, en fait, c'est beaucoup plus facile de traiter avec Poutine qu'avec Zelensky, Samantha. Oui, alors premièrement, menace molle, oui, parce que d'abord, les États-Unis et la Russie n'ont presque plus d'échanges commerciaux, donc des tarifs sur les biens russes ne vont pas vraiment faire mal à la Russie. Des sanctions, la Russie est déjà quand même très sanctionnée, oui, il pourrait sanctionner plus. Il y a des choses que Donald Trump pourrait faire pour faire mal à la Russie, ce serait de mettre de la pression sur les autres pays de l'OPEP pour que les prix du pétrole baissent vraiment. Bon, ça, il n'en a pas parlé. Quant à plus facile de traiter avec la Russie qu'avec l'Ukraine, Donald Trump traite avec des individus, ne traite pas avec des pays. Il s'entend beaucoup mieux avec Vladimir Poutine, parce que ce sont des hommes qui se ressemblent, qu'il ne s'entend avec Vladimir Zelensky, qu'il déteste depuis 2019, depuis la fameuse conversation téléphonique qui a très très mal tourné. Donc, au sujet du fils de Joe Biden, sur le sujet du fils de Joe Biden. Donc Donald Trump, il réagit à l'affect, il réagit grâce aux relations personnelles qu'il a avec des chefs d'État. Et à la puissance surtout, non ? Et la puissance, et puis il a pris le côté des Russes. Oui. Là, pour que la Alors il a pris le côté des Russes, Samantha. Pourquoi ? D'abord, depuis très longtemps, il est fasciné par Vladimir Poutine. C'était le cas pendant son premier mandat. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a voulu faire et que son administration l'a empêché de faire. C'est-à-dire d'avoir un véritable partenariat, d'inviter Poutine à Washington, d'aller lui-même à Moscou, de l'inviter au G7. Tout ça, il l'avait déjà dit à ce moment-là. Maintenant, il veut un accord de paix. Il se présente comme un homme de paix, peut-être pour avoir un jour le prix Nobel. Et dans ces cas-là, c'est aussi plus facile de taper sur le plus faible. C'est l'art du deal. Il le dit, il faut casser. Et la personne, quand vous faites un deal, et la personne revient ensuite vous supplier. Ça, il l'a théorisé dans son livre, même après dans des interviews. On l'a vu sur les terres rares. Absolument. Et donc, il procède de cette manière-là. Et il veut son accord. Donc, la résistance, pour lui, c'est l'Ukraine. Donc, il tape sur l'Ukraine et sur Zelensky, qui déteste, comme Samantha l'a dit. Gallagher, le mot de la fin. La réponse est très simple. L'Ukraine ne l'intéresse pas, elle ne peut rien pour lui à part un petit accord sur des terres rares qui seront très difficiles à exploiter, alors que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés qui regorgent d'hydrocarbures et de potentiel commercial qui l'intéresse bien plus qu'un éventuel combat de valeurs ou un projet de société.